Et on parle de la situation de l'économie américaine et de la Fed, bien sûr. On est à 2 semaines de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève. Bonjour Thomas, bienvenue. Vous Bonjour êtes Grégoire. senior économiste US de Pictet Wealth Management. Parlons de la Fed, évidemment. On a eu hier soir la publication du livre beige, qui est la base de travail de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, je le disais, dans 2 semaines, qui compile différentes anecdotes de terrain remontées par les Fed régionales. Est-ce qu'il y a des éléments intéressants dans ce livre beige du mois de mai, selon vous, Thomas ? Oui, alors ça confirme ce qu'on sait déjà globalement. L'économie américaine va bien, se porte bien, le rebond se poursuit. 3 choses peut-être saillantes. D'une part, dans le secteur manufacturier, on continue à avoir des problèmes d'approvisionnement, des problèmes assez graves d'approvisionnement. Donc ça ralentit les chaînes de production. Dans le secteur immobilier, il y a un ralentissement qui est quand même à noter, notamment parce que les prix ont beaucoup monté et on a l'impression que les nouveaux acheteurs commencent un peu à traîner les pieds par rapport à cette hausse des prix immobiliers. Et troisième chose, au niveau du consommateur, tout va bien au niveau du consommateur. Mais néanmoins, si on met ça au regard de l'épargne, qui est conséquente, puisqu'on parle de 2,2 trillions, donc 2200 milliards de dollars d'épargne des consommateurs, ce qui est massif par rapport à un PIB américain de 21 500 milliards de dollars, on voit qu'il y a quand même une certaine sobriété dans la consommation américaine. Et encore une fois, on a vu les ventes de voitures pour le mois de mai qui se tassent. Donc on ne voit pas d'effervescence particulière au niveau de la consommation américaine. Un rebond certes, mais pas de surchauffe, pas d'exubérance. Mais vous dites qu'il y a un problème de demande aussi en ce moment, Thomas, ou est-ce que c'est quand même lié essentiellement à l'offre, le manque de voitures disponibles, le manque de stock, les pénuries de semi-conducteurs, etc., ce qu'on décrit depuis des mois? Est-ce que c'est suffisant à expliquer effectivement peut-être le niveau des ventes de voitures que vous avez pu voir sur le mois dernier, ou est-ce qu'il y a un sujet aussi du côté du consommateur ? Non, il n'y a pas vraiment de sujet, mais le sujet, c'est que les consommateurs ne dépensent pas toute cette épargne, ou en tout cas mettent du temps à dépenser l'épargne. Donc ça, c'est en effet un peu étonnant. On voit dans les enquêtes d'opinion des ménages par exemple, une certaine prudence. Par exemple, je note que le sentiment en Europe est revenu au niveau pré-crise, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc on sent aux États-Unis une certaine une prudence, un effet d'attentisme qui est en effet peu commun, surtout, encore une fois, au regard de toute l'aide budgétaire qui a été envoyée vers le consommateur américain. Alors, le consommateur américain devrait être euphorique à l'heure actuelle et il ne l'est pas. Bon, ce sera intéressant de regarder les chiffres d'emploi dans ce contexte. Peut-être que le comportement du consommateur américain est affecté en partie par le fait que le marché du travail n'est pas encore totalement revenu à ses niveaux pré-crise. Le chiffre du mois d'avril avait été une mauvaise surprise. Est-ce que le chiffre du mois de mai, qui sera publié demain, va permettre de corriger, selon vous, en partie la mauvaise surprise du mois précédent, Thomas ? Oui, alors déjà, il faut rappeler que tous les indicateurs pour le marché de l'emploi sont au vert, au moins du côté des entreprises. Les entreprises veulent embaucher. Clairement, si on regarde les intentions d'embauche, elles sont au plus haut. On voit aussi, en termes de destruction d'emplois, il y en a de moins en moins. On le voit, par exemple, sur les demandes hebdomadaires d'inscription au chômage, ça baisse très fortement. Donc, c'est des très bons des indicateurs d'emploi. Maintenant, en effet, la question, c'est est-ce que les employés ou les futurs employés vont venir et c'est la vraie question. Comme vous le savez, il y a 2 problèmes potentiels. L'un, je pense qu'en effet, c'est par rapport à la générosité du gouvernement en termes d'allocation chômage, même si ça va venir bientôt à sa fin, parce que comme vous le savez, beaucoup d'États républicains ont mis une fin prématurément par rapport à ces abondements fédéraux par rapport aux allocations chômage. Mais deuxième point aussi, c'est est-ce que le marché de l'emploi n'a pas aussi fait un changement structurel dans le sens où on a besoin de nouvelles compétences sur le marché du travail américain, on a besoin de jobs dans l'économie verte, on a besoin de jobs dans l'économie digitale. Et en effet, le socle du marché du travail américain n'a pas forcément les outils
pour ces emplois du futur, qui sont les emplois du futur qui sont déjà aujourd'hui finalement. Une fois qu'on a esquissé là ces quelques éléments avec vous, Thomas, quel va être le ton du prochain meeting de la Fed? On imaginait jusqu'à aujourd'hui encore que la stratégie de patience était toujours la ligne directrice de Jérôme Powell. Beaucoup de banquiers centraux se sont exprimés encore ces derniers jours et vont continuer de le faire pendant encore une semaine. Est-ce que les lignes sont en train de bouger du côté de la Fed, sachant que la Réserve fédérale là, nous a indiqué hier qu'elle allait commencer à réduire son exposition, alors non pas au marché obligataire américain, mais au marché de crédit, de dette d'entreprise, qui est un marché sur lequel elle était rentrée au plus fort de la crise il y a un an, mais dans des proportions quand même très limitées. Est-ce qu'il faut y voir néanmoins le début de signal de quelque chose, Thomas ? Tout à fait. Alors sur ce point, deux choses, parce que c'est assez important. D'une part, le premier signal, c'est qu'est-ce que ça veut dire sur la prochaine crise. Je rappelle qu'avec ces achats d'obligations des obligations d'entreprise, elle a franchi, la Réserve fédérale a franchi le Rubicon. Elle n'est pas censée acheter des obligations d'entreprise. Donc elle a demandé la garantie de l'État pour pouvoir faire ça. Et donc elle a même acheté des obligations d'entreprise dites haut rendement ou dans le jargon dites pourries. Et donc en effet, pour un montant total donc de 8 milliards de dollars. Mais en effet, pour la prochaine crise, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que potentiellement, la Réserve fédérale peut agir comme un backstop pour tout le marché et voire même un jour utiliser le même subterfuge pour acheter des actions. Pourquoi pas? C'est pas inenvisageable. C'était le premier point. Deuxième point, c'est en effet, est-ce qu'on n'est pas dans le début de la fin par rapport à la pandémie, et notamment, est-ce que ce n'est pas un signal pour commencer à arrêter les achats d'actifs de 120 milliards de dollars par mois qui concernent surtout les obligations du Trésor et les titres adossés à des prêts hypothécaires. Et en effet, on sent quand même que les choses changent. Avec cette fin on signe donc la fin des obligations d'entreprise, mais je pense qu'on c'est un signal qui, comme le petit pousset qui met des cailloux sur le chemin, on voit qu'on est en train de semer le début d'un potentiel tapering, donc une baisse des achats d'actifs, qui vient aussi pour deux raisons. D'une part, l'économie va bien, le rebond a été franc. Je rappelle que le PIB est maintenant retourne au niveau pré-crise. Et au trimestre prochain, on reviendra à la trajectoire du pré-crise. Donc on aura complètement effacé la pandémie comme ça, elle n'était pas arrivée. Et autre chose, la vaccination continue de progresser très fortement. Donc ça aussi, c'est un autre facteur pour enlever ces mesures dites d'urgence. Et je rajouterai un autre point, c'est que le marché obligataire, le marché monétaire a une saturation de liquidité. Et donc ça aussi, ça veut dire qu'il faut arrêter d'abonder la liquidité, parce que le marché monétaire est en train de dire stop, on n'en peut plus, puisque toute la liquidité revient à la Banque centrale. On a des utilisations des reverse repos qui sont au niveau record. Donc aussi un peu le marché monétaire qui dit stop à la liquidité pour le moment. Donc tout ça mis bout à bout, on devrait avoir quand même, à mon avis, des signaux sur la baisse des achats d'actifs durant cet été. Est-ce qu'on a tous les éléments en place aujourd'hui dans l'économie, dans les marchés, dans la communication que prépare la Fed pour que le tapering soit aussi ennuyeux que regarder la peinture séchée sur un mur? C'était une phrase que Janet Yellen avait employée. Alors, c'était à l'époque, en 2017, il faut se souvenir, on était en pilotage automatique, on remontait de 25 points de base les taux américains tous les 3 mois et en même temps, on réduisait le bilan. Là, on ne parle pas de réduire le bilan, évidemment, mais à l'époque, voilà, c'était la restriction, la politique monétaire de l'époque. Est-ce que tous les éléments sont en place pour que ce soit un non-sujet à ce stade, Thomas? Tout à fait. Alors, pour la Fed, les achats d'actifs faut rappeler ça, les achats d'actifs sont une continuation de la politique de taux d'intérêt. Et donc, c'est pour ça que dans la séquence, quand en fait on veut faire remonter les taux d'intérêt, quand on renormalise, c'est-à-dire d'abord on enlève les achats d'actifs et ensuite on commence à remonter les taux d'intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'on fait d'abord le tapering et ensuite les achats d'actifs. Ensuite les taux d'intérêt. Donc, oui, je pense que la Fed, ce qui va se passer, c'est qu'on va annoncer du tapering et ensuite, il y a quand même la question des taux d'intérêt qui va se poser. La Fed a fait un très bon boulot pour dire ce sont deux choses séparées et on ne montrera pas les taux d'intérêt une fois que le marché de l'emploi ne sera pas complètement revenu à un niveau de plein emploi. Mais néanmoins, quand même, un tapering, c'est quand même un signal qu'on donne sur cette séquence, y compris future sur les taux d'intérêt. Donc moi, j'ai quand même l'impression que le marché obligataire s'est un peu assoupi au volant, si vous voulez, et qu'on ne price pas assez, à mon avis encore, les hausses de taux de la Fed.
Ah, très intéressant. On va poursuivre la discussion avec le prochain invité. Merci beaucoup Thomas. Merci de votre éclairage hebdomadaire sur la situation américaine. Thomas Kosterek, senior économiste US de Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence depuis Genève.